L'eau est la base de la vie dans n'importe quelle partie de l'univers. Donc les planètes potentiellement habitables doivent contenir de l'eau liquide pour supporter la vie. Un nombre incroyable de circonstances doivent se conjuguer à cet effet. La planète doit se trouver dans la zone habitable d'une étoile. La température et la pression atmosphérique à la surface de la planète seront alors adaptées pour que des formes de vie simples puissent commencer à évoluer. Un peu plus près de l'étoile et l'eau s'évaporera, ne laissant aucune chance aux océans et aux mers de se former. C'est ce qui s'est passé sur Vénus. Elle a une taille et une masse similaires à la Terre, mais elle est trop proche du Soleil et aucune vie ne peut exister sur sa surface. En étant trop loin de l'étoile, la planète devient trop froide. L'eau ne peut exister que sous forme de glace à la surface et il peut y avoir de l'eau liquide en profondeur. Neptune en est un exemple. De plus, la planète doit être solide et avoir une atmosphère qui la protège du rayonnement solaire et qui permette aux organismes vivants de respirer. Rien que dans notre galaxie, il y a d'innombrables étoiles. On ne peut pas vraiment les compter. Près de chacune d'entre elles peut se trouver une planète. On les appelle des exoplanètes. Et certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans la zone habitable et avoir tout pour que la vie s'y forme. Sur une liste de 4500 exoplanètes connues, les scientifiques en ont identifié 24 qui pourraient être super habitables. C'est le type de planète qui convient à l'existence et à l'évolution de la vie encore plus que la Terre. Ces planètes doivent être 2 fois plus massives que la Terre et 1,3 fois plus grandes. Une plus grande taille implique une gravité plus forte et une atmosphère plus dense et plus chaude. Cela permet d'assurer une plus grande diversité de tous les organismes vivants sur la planète. De plus, nous devons faire attention à l'étoile haute autour de laquelle les planètes superhabitées tourneront. Et il devrait y avoir un McDonald's à proximité. Idéalement, elle devrait être plus petite que le Soleil et avoir une durée de vie d'au moins 15 à 30 milliards d'années. En comparaison, la durée de vie du Soleil est inférieure à 10 milliards d'années. Et il a fallu entre 4 milliards d'années pour que des formes de vie complexes apparaissent sur Terre. Les étoiles comme le Soleil peuvent simplement manquer de carburant avant que la vie ne puisse se développer sur leur exoplanète. Les scientifiques suggèrent de se concentrer sur les étoiles naines. Elles sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Mais leur durée de vie peut être comprise entre 20 et 70 milliards d'années. Cela donnera aux organismes vivants suffisamment de temps pour se développer et évoluer. Les conditions climatiques sur les planètes superhabitables seront également différentes. La température moyenne devrait être de 4,5 degrés Celsius plus élevée que sur la Terre. Et il devrait aussi y avoir plus d'eau sous forme de nuages, de liquide et d'humidité. Ces conditions sont les plus favorables à la biodiversité. Ainsi, la planète entière ressemblerait à une forêt tropicale sur Terre. Les 24 candidats au titre de meilleurs que la Terre sont tous situés à plus de 100 années-lumière de nous. Et avec l'arrivée de la nouvelle génération de télescopes, nous pourrons probablement savoir exactement s'il y a de la vie là-bas et si les conditions y sont favorables aux humains. Maintenant, penchons-nous sur certaines exoplanètes potentiellement habitables. Teegarden B est une exoplanète qui orbite autour d'une naine rouge à environ 12 années-lumière du système solaire. En général, les naines rouges peuvent émettre des éruptions qui détruisent l'atmosphère des planètes en orbite. Mais cette étoile haute est calme et relativement passive. Teegarden B a presque la même masse que la Terre. Elle fait un tour complet autour de son étoile en 5 jours environ. Oui, tu as bien compris, un an sur Teegarden B dure moins d'une semaine terrestre. Accroche-toi bien. La planète habitable la plus éloignée est Kepler 1638b. Elle se trouve dans la constellation du Cygne à presque 3000 années-lumière de nous. Elle appartient à la classe des super-terres. Elle est 2 fois plus large et 4 fois plus lourde que notre planète d'origine. La gravité y est beaucoup plus importante. Même un banal saut sera beaucoup plus difficile pour toi que sur la Terre. Toutefois, si cette planète était vraiment habitée, la faune locale serait sans doute habituée à de telles conditions. LHS 1140b est très rocheuse et solide. Bien qu'elle ne soit que 40% plus grande que la Terre, elle est 7 fois plus massive. Elle a une forte gravité de 3,25 G. En comparaison, lorsque tu décolles en avion, tu subis une surcharge de 1,5 G. Sur cette planète, tu serais donc à peine capable de te tenir debout. À cause de sa masse, cette planète a une atmosphère plus épaisse et à cause de l'effet de serre, sa température peut être supérieure à 19 degrés Celsius. Et elle tourne autour de son étoile assez rapidement. Elle en fait un tour complet en seulement 24 jours. Et maintenant, regardons la constellation du Verseau. Voici la naine ultra froide Trappist 1. Une petite planète tourne autour de sa zone habitable. Elle est 3 fois plus légère que la Terre. Sa température est similaire à la nôtre, mais la gravité est 2 fois moins forte. Mais nous nous y sentirions quand même à l'aise. Souviens-toi des gens qui sont allés sur la Lune. Là-bas, la gravité n'est que de 16% de celle de la Terre. Et c'est ce qui rend les mouvements des astronautes si amusants.
Kepler 452b se trouve dans un système qui ressemble à notre grande sœur. L'étoile hôte n'est que 11% plus âgée que notre Soleil et a presque 2 milliards d'années de plus. L'exoplanète elle-même a 6,5 milliards d'années contre 4,5 milliards pour la Terre. Mais ces sœurs sont très éloignées l'une de l'autre. Si tu voyages à la vitesse du vaisseau spatial New Horizons, il te faudra environ 26 millions d'années pour y arriver. Alors n'oublie pas ton pique-nique. Proxima Centauri b est l'exoplanète la plus proche de nous. Elle tourne autour de la naine rouge Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche du Soleil. Cette planète se trouve à 4,2 années-lumière de nous. Sa taille et sa masse sont très similaires à celles de la Terre. Elle a probablement une structure glacée, comme Neptune. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche après le Soleil, nous ne pouvons pas la voir à l'œil nu, car sa lumière est trop faible. Toutes ces planètes, y compris les 24 que les scientifiques ont récemment découvertes, se trouvent donc dans la zone habitable de leur étoile hôte. Et en théorie, nous pouvons les coloniser et les rendre aptes à la vie humaine dans le futur. Mais arrivé à ce point, nous devrons résoudre un gros problème. Même l'exoplanète la plus proche est trop éloignée pour nous aujourd'hui. Nos fusées modernes peuvent voler à une vitesse 5 fois supérieure à celle du son. Mais même à cette vitesse, il nous faudra plus de 100 000 ans pour atteindre Proxima Centauri à bord de l'une d'entre elles. Nous devons trouver quelque chose d'un peu plus rapide pour se rendre sur l'une de ces exoplanètes. Mais peut-être que les scientifiques ont déjà la réponse. La distorsion. C'est une technologie qui nous permettra de manipuler l'espace et le temps. Elle crée une sorte de bulle dans laquelle les lois normales du mouvement ne s'appliquent pas. Alors, le vaisseau spatial pourra dépasser de manière significative la vitesse de la lumière. Et ce n'est pas de la science-fiction, l'humanité dispose déjà d'une telle technologie, bien qu'elle ne soit encore que théorique. Il s'agit d'une métrique d'Alcubierre. Non, je ne viens pas de l'inventer. Comme aucun objet ayant une masse ne peut voyager à la vitesse de la lumière, il faut trouver un truc. Le vaisseau spatial doit se déplacer en comprimant l'espace devant lui et en le dilatant derrière. Ainsi, non seulement le vaisseau se déplace, mais aussi l'espace-temps à l'intérieur de cette bulle de distorsion. Et la vitesse maximale peut être 10 fois celle de la lumière. Mais pour déformer l'espace-temps, le vaisseau doit être incroyablement grand. Et pour l'alimenter, nous aurons besoin d'une quantité d'énergie proche de celle que génère toute la planète Jupiter. Pourtant, de récents calculs du Jet Propulsion Lab de la NASA ont montré que l'anneau autour du vaisseau, qui devrait créer ce que l'on appelle le champ de distorsion, ne devrait pas être parfaitement rond, comme on le pensait auparavant. Il peut avoir la forme d'un beignet. Cela simplifiera grandement la conception et la construction et permettra de tester cette technologie sur un vaisseau spatial de la taille d'une sonde Voyager 1. Même si cela semble encore impossible, les scientifiques disent déjà qu'il y a de l'espoir. Et bien que nous ne sachions pas quelle technologie sera utilisée, en 2069, la NASA prévoit de lancer sa première mission interstellaire pour explorer des planètes potentiellement habitables en dehors de notre système solaire. Plusieurs rumeurs affirment que la vitesse de la lumière peut être atteinte grâce à la technologie laser. Si la sonde est très petite, elle peut être lancée vers l'étoile Alpha Centauri à une vitesse proche de celle de la lumière. Il existe également 2 autres alternatives aux vaisseaux spatiaux motorisés. Il s'agit de l'énergie nucléaire et de l'énergie issue des collisions entre la matière et l'antimatière. Rien que ça. Mais cette technologie reste pour l'instant un mystère pour l'humanité. Alors d'ici là, reste à l'écoute. Est-il possible d'éteindre le Soleil? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et... immortel? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche.
À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien? Sérieusement? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors, en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire. Nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien, nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble. Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des milliards et des milliards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie. Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène. Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus important encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit merci pour le coup de pouce. Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour.
Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur. Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau ? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru ? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures ! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'était-il pas responsable de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète ? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme ? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh ! Toute la terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres, parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non ? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non. Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. Les océans absorbent une énorme quantité de CO2, ainsi que... Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottants, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel, et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la 2e planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière, et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace
et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps. Si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnant dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure.
Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ?